Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de la Voix des Cotonnois. De jour en jour, le chemin qui mène vers la prison se rétrécit et il faut en prendre conscience. Un tour dans nos lieux de détention et vous comprendrez que toutes les couches de notre société s'y retrouvent. Du planton au ministre en passant par le dignitaire traditionnel et même juriste. Oui, c'est un fait banal qui peut conduire aujourd'hui derrière les barreaux et souvent par ignorance. Vous avez peut-être connaissance des infractions courantes ou traditionnelles qui ont fait tomber des grands hommes. Mais saviez-vous que d'autres sont aujourd'hui émergentes et toutes particulières? Elles sont au cœur de votre dominical de vérité et franc-parler et nous allons concentrer nos énergies en droit pénal spécial. Pour qu'à la fin, nous puissions dire en cœur, nul n'est censé ignorer la loi. Et justement, nous recevons Maître Hugo Koukpolou, avocat au barreau du Bénin. Bonjour à vous, Maître Koukpolou. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes invité sur ce plateau, je dois le préciser à l'entame. C'est parce que vous êtes le présentateur de l'ouvrage Droit spécial tome 1 et 2 qui porte la signature du docteur Cyriaque Édouard Dossa, l'actuel président de la CREET, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ouvrage, je dois le préciser aussi, publié officiellement lancé le 14 octobre 2023, donc cette année, à l'université d'Abomey-Calavi. Je précise que le tome 1 de cet ouvrage évoque les infractions traditionnelles et le tome 2 met en lumière les infractions émergentes et particulières. Maître Koukpolou, à nouveau merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci à vous. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpey à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert, comme d'habitude, à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous acceptons aussi vos questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. D'où vient votre amour pour le droit ? Alors, ne soyez pas avare. C'est la pratique ici sur Radio Cotonou et sur Franc-Parler. Il faut faire découvrir quand même nos invités à nos auditeurs. Ma passion pour le droit est quasiment native. Je me suis très tôt passionné pour toutes les questions de défense en suivant quelques procès depuis mon jeune âge. D'accord. Et cela m'a conduit dans ma scolarité à m'orienter vers tout ce qui pourrait me conduire à un métier du droit. Et donc, quand il s'est agi de choisir une option professionnelle, notamment à l'université, j'ai fait des études de droit et à l'issue, me voici ici avocat. D'accord. Spécialité, droit pénal ou général? Je dirais une forte tendance pénale. D'accord. C'est passionnant. Oui, c'est très passionnant parce que nous sommes là sur des questions extrêmement humaines. Il s'agit de questions de liberté. Il s'agit de questions qui touchent à la vie des gens, à leur destin. Et quand vous traitez de ces questions tous les jours, c'est extrêmement passionnant parce que vous arrivez parfois à apporter de la joie dans la vie des gens, à les sauver de certaines situations et vous côtoyez la misère humaine et vous contribuez à améliorer un tant soit peu la société. Par moments, vous avez le cœur serré. Ah mais c'est le quotidien également de la profession. Oui. Il y a des joies et il y a des peines. D'accord. Alors, quel est le regard que vous avez sur les justiciables? Vous n'êtes pas moins? Parce que je le disais tantôt, tout le monde se retrouve en prison. Il y a toutes les couches. Là-bas, on peut trouver des avocats.
Là-bas, on peut trouver des juristes. Alors, quel regard avez-vous sur les justiciables? De vrais ignorants en droit ou bien des gens quand même qui ont une connaissance basique? Alors, je commencerai déjà par dire que nous sommes tous des sujets de droit. Et en tant que tels, comme vous l'avez dit, nous sommes tous justiciables de la justice suivant les circonstances. Les justiciables, je dirais béninois pour le peu que je puisse en dire et en observer, sont déjà à l'entame à l'image du peuple béninois en termes d'alphabétisation, de scolarisation. La loi, heureusement ou malheureusement, est écrite. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui aient accès à la lecture. Et il n'y a pas non plus grande initiative qui soit mise en place pour une vulgarisation de la loi ou plutôt dans l'oralité. Et donc, cet état de choses rend les gens moins connaisseurs de la loi. Et donc, pour l'essentiel, le justiciable béninois n'est pas extrêmement informé à mon goût. Mais ce n'est pas qu'une question de profane, parce que même les professionnels continuent d'apprendre chaque jour. Donc vous imaginez que la tâche est herculéenne pour les justiciables et le profane. Oui. Voilà. Donc, parce qu'on le dit souvent, hein, il y a des intellectuels qu'on rencontre et qui en réalité ne maîtrisent rien du tout et qui commettent des erreurs facilement. Oui, M. Naoum, vous êtes journaliste. Oui. Je n'ai pas la prétention de maîtriser les codes de votre profession et il en est forcément ainsi pour chacun d'entre nous. Chacun est spécialiste dans un domaine, en sait moins dans les autres, même si malheureusement ou heureusement, le droit saisit tout le monde. C'est ça. Alors, les populations prennent énormément de risques qui peuvent conduire bêtement en prison. Vous partagez cette affirmation? Populations prennent peut-être des risques, comme vous le dites, mais régulièrement de manière inconsciente. Inconsciente? Oui. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas? Pour la plupart, oui. Et je pense que c'est ça même qui cause la crise du nemo sensitu ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un adage principiel en droit qui est au fondement de l'application de la règle de droit à tous les sujets de droit sur le territoire, mais qui, dans la réalité, souffre quelque peu dans son effectivité. Et cela peut conduire justement à des comportements pas totalement conscients, mais qui tombent sous le coup de la loi. D'accord. À qui la faute, selon vous? Alors, je pense que c'est un effort commun. Et il faut un effort du justiciable pour accéder à l'information. Et également, il faut un effort de tous ceux qui peuvent donner l'information, de rapprocher cette information du justiciable. Donc, c'est un mouvement complémentaire qui nous permettra d'informer un peu tout le monde dans le bon sens pour réduire les risques de violation de la loi. Vous ne voyez pas un gros coupable dans ce que je dis? À qui la faute? Peut-être que vous m'en direz davantage. Non, je vous pose la question. C'est mon rôle ici de vous poser la question. C'est mon avis sur la question, je pense Parce que là, vous avez emballé tout le monde, vous dites, bon, on peut être complémentaire et tout. Mais si le citoyen béninois ou n'importe quel citoyen ne maîtrise pas les tests de la République, à qui la faute, fondamentalement? Ici, c'est franc-parler. Dites-nous la vérité, je vous en prie. Alors, la loi, lorsqu'elle est votée, elle est publiée. Et à compter de sa publication, il y a une opposabilité. Et donc, le législateur édicte la loi et les formalités de publication s'accomplissent et le journal officiel est destiné à la consultation de tout le peuple. Et dans ces conditions, on pourrait dire que le débiteur de cette instruction, c'est le peuple, dans la mesure où les formalités ont été accomplies et la loi est mise à disposition. En revanche, les journalistes, par exemple, sont des canaux de relais
de l'information. Et c'est pour ça que je disais qu'il s'agissait d'un effort concerté de tout un chacun de nous pour rendre cette information accessible aux justiciables. Est-ce que ce n'est pas trop facile, l'assertion « nul n'est censé ignorer la loi » ? Oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. J'estime qu'il y a une crise. Ce que véhicule cet adage et la réalité. Au regard des, justement, vous me permettrez la tautologie, des réalités qui sont les nôtres. Les réalités qui sont les nôtres sont davantage celles de l'oralité. Et si l'accès à l'écriture et à la lecture est un peu justement limité par ce faible taux de scolarisation ou d'alphabétisme, justement, c'est que pour ne pas ignorer la loi, ce sera un peu compliqué. D'où justement le rôle très important des médias qui peuvent justement relayer, même dans toutes les langues, vers les populations. Alors, avec l'évolution de la société, les infractions émergent en masse, il faut le dire. Et je voudrais bien me référer donc à cet ouvrage du président de la Criette, Dr Cyriaque Doussa. Alors, comment avez-vous été associé à ce travail? Parce que je le disais en introduction, vous étiez le présentateur de cet ouvrage. Effectivement, j'ai présenté l'ouvrage qui a été écrit en 2 tomes. Comme vous l'avez si bien rappelé à l'entame, les infractions traditionnelles d'une part et les infractions émergentes et particulières d'autre part. J'ai été sollicité par le président de la Criette en raison, je pense, de ma fréquentation récurrente de la juridiction qui traite justement de ces questions-là. Et l'ouvrage m'a été mis à disposition. J'en ai donc, après lecture, proposé la présentation, ce qui a été fait. Donc c'est dans ces circonstances-là que l'auteur m'a sollicité pour présenter l'ouvrage au moment du lancement. Alors, une belle expérience pour vous? Oui, c'est toujours une expérience enrichissante que déjà de plonger dans la science criminelle pour un praticien récurrent de la matière pénale et également de repréciser certaines notions et d'en découvrir d'autres pour les exposer davantage au regard de l'évolution du droit pénal spécial. Donc oui, l'expérience a été enrichissante. Vous avez appris en faisant ce travail? Absolument. D'accord. Absolument. Alors, globalement, avant de venir, parce que je vous donnerai l'opportunité sur cette émission d'évoquer quand même quelques infractions pour sensibiliser les populations. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on parle d'infractions émergentes ou particulières? Alors, le caractère émergent ou particulier des infractions est vu en opposition au caractère traditionnel et classique de certaines infractions. La criminalité est une chose qui évolue à travers le temps et l'évolution des mœurs et des comportements en société. Et donc, aujourd'hui, il y a une sophistication du crime induite par l'apparition de nouveaux moyens justement de crime. Pourquoi vous parlez sophistication? Sophistication, c'est difficile déjà pour moi à prononcer. Je voudrais bien comprendre. Alors, naguère, le criminel classique commettait des infractions traditionnelles dont l'architecture n'était pas si complexe que ça. Il a volé un mouton. Exactement. Bien, il a pris, comment dirais-je, l'argent de telle personne. Exactement, oui. Donc, c'était pas si complexe que ça. Mais aujourd'hui, avec l'apparition des moyens de communication électronique, vous convenez avec moi que les infractions se complexifient. Il n'y avait pas avant, par exemple, de risque de cyberattaque, par exemple. Il n'y avait pas de risque d'altération de données informatiques. Et le contact même avec la victime était essentiellement physique. Aujourd'hui, c'est un contact dématérialisé. Et donc, la voie vers la commission de l'infraction est raccourcie et de moins en moins maîtrisable. De chez soi, on peut frapper très loin. Absolument. Partout dans le monde. D'accord. Voilà.
Donc, je poursuis. Oui. Je disais donc que les infractions émergentes tiennent à l'évolution notamment des moyens de commission de ces infractions-là. Et également la collaboration entre les agents pénaux. Nous sommes aujourd'hui face à une criminalité transfrontière où l'agent pénal, l'infracteur, n'est plus forcément que le national. Aujourd'hui, il peut, en bonne intelligence, avec d'autres agents pénaux sur d'autres territoires, davantage peaufiner et élaborer son dessein infractionnel avant de le commettre. Et cela nécessite une mise à jour de nos connaissances pour évoluer avec justement le criminel et savoir appréhender dans quelle proportion, dans quelles circonstances on peut organiser la poursuite pour le parquet et la défense pour les avocats, par exemple. D'accord. Si on essaie quand même d'entrer en profondeur de cet ouvrage, parce que n'importe comment, c'est disponible, on doit aller puiser les connaissances là-dedans, mais est-ce que vous pouvez nous évoquer quelques infractions? Essayez quand même de prendre quelques infractions, c'est vrai. Le niveau peut-être d'écriture n'est pas à la portée de tout le monde peut-être, mais essayez quand même de doser la chose pour que ceux qui nous écoutent actuellement puissent quand même avoir une idée de quelques infractions qu'il faut donc qu'il faut éviter fondamentalement. Allez-y. Alors, je vous donne tout le temps. Prenez votre temps. Dites-nous tout. Alors, oui. je vais faire un zoom sur l'escroquerie par le biais d'un réseau de communication électronique ou d'un système informatique. En raison de ce que cela devient un phénomène social extrêmement important, qui est préoccupant, qui doit tous nous saisir. L'escroquerie par le biais d'un réseau de communication électronique ou d'un système informatique constitue le fait pour quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, de se faire remettre ou délivrer des biens et valeurs par le biais d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique et par un de ces moyens escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. Alors, vous aurez noté, bon, déjà, l'élément légal de l'infraction, c'est l'article 566 de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Alors, vous aurez noté qu'on peut distinguer 3 éléments matériels de cette infraction. Le comportement. Le comportement, c'est le fait même d'user de la fausse qualité, du faux nom, ou d'abuser de la qualité vraie pour pouvoir tromper la victime. Ensuite, le résultat. Avant d'évoluer, oui. Marquez une pause sur ce que vous venez de dire. Parce qu'il m'est arrivé quand même de recevoir un appel. Quelqu'un vous appelle et vous dit, bon, je suis telle autre personne. J'ai besoin que vous puissiez donc me dépanner, ou bien on commence même par une blague, on vous appelle, on vous dit bon, voilà, c'est telle personne, il y a longtemps que tu ne m'as plus appelé et tout, mais là je suis dans une situation difficile, il faut m'envoyer tel nombre de ressources financières pour régler tel ou tel problème. Est-ce que c'est de ça que vous parlez comme ça? Alors, ça, c'est pas encore de l'escroquerie, puisque vous ne m'avez pas... Non, on se présente. On se présente. Oui. En fait, la personne qui se présente à vous, c'est pas l'intéressé qui est derrière. Ok. C'est que, bon, celui qui appelle, il s'appelle Kokou. Oui. Mais il dit qu'il s'appelle Ferdinand. Il sait très bien peut-être que Ferdinand est un frère ou bien un cousin à toi, il l'appelle, dit que c'est Ferdinand. Alors que ce n'est pas Ferdinand. Oui. C'est déjà l'infraction. Oui, c'est le premier élément dont nous venons de parler, l'usage de faux noms. De faux noms. Exactement. C'est ça. Oui. Évoluer. Ok, donc à côté de l'usage de faux noms, vous avez l'usage de fausses qualités. La personne vous appelle et se présente devant vous peut-être en qualité, je dis n'importe quoi, de plombier alors que c'est un menuisier. Parce que sachant que vous êtes peut-être lié au plombier et que cela vous inclinera davantage à accéder à sa demande. Donc c'est ce
premier comportement frauduleux là Oui. qu'il faut rechercher en termes d'éléments matériels de l'escroquerie par le biais d'un réseau de communication électronique. Le deuxième élément de l'élément matériel, Oui. c'est le résultat. Le résultat, c'est la remise de la chose par la victime. Et il est important que cette remise-là soit effective. Parce que lorsqu'il n'y a pas de remise, in fine, on parlera de tentative d'escroquerie. Ok. Alors, C'est aussi puni. oui, la tentative d'escroquerie est punie suivant donc les conditions du droit pénal général, dans la mesure où nous avons des tentatives punissables et des tentatives non punissables. Le critérium d'appréciation, c'est le désistement volontaire ou involontaire. Alors, la tentative d'escroquerie, c'est lorsque l'usage des manœuvres frauduleuses dont nous avons parlé plus haut n'aura pas conduit à la remise de la somme. Parce que c'est une infraction économique qui conduit à vous délester d'une partie de votre patrimoine. Donc il faut une atteinte. Il n'y a pas eu extorsion. Exactement. Il faut une atteinte au patrimoine. Si l'atteinte au patrimoine n'est pas effective, mais que les manœuvres frauduleuses sont effectives, on pourra toujours en déduire une tentative si l'agent pénal n'a pas renoncé volontairement à son dessein et que ce sont des circonstances extérieures qui ont empêché que vous soyez délesté d'une partie de votre fortune. Alors, vous avez donc des exemples, hein. Vous voyez, je vais dire, en pratiquant tant soit peu le côté pénal, le droit pénal, votre présence souvent au niveau de la CRIAT et autres, il y a ces sujets-là qui défilent beaucoup. C'est même ça le plat principal de la juridiction. C'est une juridiction spéciale. Et donc qui ne traite quasiment que de ces questions-là. D'accord. Je finirai sur l'élément matériel. C'est ça qui est déterminant et qui fait la différence entre l'escroquerie classique et l'escroquerie par le biais d'un réseau de communication électronique. C'est le moyen utilisé. Le réseau de communication électronique ou le système informatique. Parce que l'escroquerie n'est pas une nouvelle infraction. L'escroquerie n'est pas une nouvelle infraction. Elle n'est pas apparue hier. Et ce qui est en revanche parce nouveau... qu'on parlait d'escroc il y a très longtemps. Exactement. Vous êtes venu ajouter le numérique. Alors, c'est l'apparition du numérique qui a permis justement de diversifier les formes de commission de l'infraction d'escroquerie et de générer cette nouvelle infraction qu'il faut saisir dans tous ses aspects pour pouvoir justement la maîtriser tant dans la poursuite que dans la défense. Alors, la vieille méthode continue toujours d'escroquerie. Certainement, les deux cohabitent. Ok. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples pour nous? Alors, on n'a pas encore fini avec cette infraction-là. Je vous laisse évoluer. Parce que nous avons parlé de l'élément légal, de l'élément matériel qui est éclaté en 3 actes. Et enfin, il y a l'élément moral. L'élément moral, ici, c'est... soit un dol général, soit un dol spécial. Le dol général consiste dans la volonté de faire usage du faux nom ou de la fausse qualité ou de l'abus de qualité vraie. Tandis que le dol spécial implique le but poursuivi par l'auteur, à savoir tromper la victime, qui peut être une personne morale ou une personne physique. Donc il faut que l'intention soit de tromper la victime pour la déterminer à une remise de fonds. Et dès lors que ces éléments-là seront réunis, c'est-à-dire l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction, c'est que l'agent pénal peut être poursuivi. Je ne voudrais pas que nous survolions cette infraction-là, parce que c'est conséquences. Dites-nous tout ce que vous avez comme élément parce que vous dites que c'est ce que l'on rencontre souvent au niveau de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Alors allez-y, dites-nous, donnez-nous les détails, je vous en prie. Ok, alors l'infraction est un délit. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, prévu et réprimé par l'article 566 alinéa 1 du Code du numérique. Et la peine
Le plancher, c'est 2 ans. Le plafond, c'est 7 ans. Et l'amende est fixée à au moins 1 million. Alors, vous convenez avec moi que nous ne sommes pas sur des peines légères. Ça montre... 2 ans dans la vie de quelqu'un, c'est pas petit. Et on nous dit que ça va jusqu'à 7 ans. 7 ans, exactement. Vous imaginez. Alors, il faut également, à côté de cela, voir quelle est la politique pénale. La politique pénale est extrêmement répressive à l'égard de ce genre d'infracteurs, en raison de l'atteinte récurrente au patrimoine des citoyens par ces canaux-là, et également de ce que cette infraction va au-delà des frontières, puisque nous sommes en matière de numérique. Et donc, nous avons souvent également des victimes étrangères. Toute chose qui dégrade un peu l'image du pays, qui est davantage vue comme une base arrière d'escroquerie via Internet, ou comme le repère d'escrocs via Internet. Et donc, je pense que au regard de ces enjeux-là, la politique pénale s'est durcie vis-à-vis de ce type d'infracteurs. Ça crée un problème très préoccupant dans notre société. Parce que les infracteurs qui sont poursuivis pour escroquerie via Internet sont pour la plupart des jeunes. C'est ce que nous constatons devant nos juridictions. Et vous convenez avec moi que l'avenir de la nation, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est amenée à construire le pays. Et si toute cette jeunesse-là doit, pour l'essentiel, se retrouver derrière les barreaux, c'est que nous nous privons d'une force importante dans la construction de notre nation et dans l'œuvre de développement. Pourtant, Durales, Cedles, la loi est dure, c'est la loi, elle est là, et donc lorsqu'elle est violée, la sanction doit s'en suivre. Et donc, je pense qu'il est important que les uns et les autres prennent connaissance de ce type d'infraction dans les détails et sachent se comporter pour ne pas tomber dans ces travers-là. C'est d'autant plus important aujourd'hui que les outils qui permettent de commettre ces infractions-là font partie aujourd'hui des listes de fournitures scolaires. Vous voyez que c'est une cohabitation inquiétante. C'est tout à fait normal, mais ce n'est que l'éducation de l'utilisateur Parce qu'à l'école, il faut utiliser les mots appropriés. J'ai l'impression que vous ne voulez pas utiliser les expressions qu'il faut. Allez-y. C'est qu'aujourd'hui, on demande à nos enfants d'aller sur Internet pour faire des recherches. Ben oui. Et ça commence par là. Oui. C'est normal. Voyez-vous, nous allons faire une analogie. Alfred Nobel a inventé la dynamite pour aplanir les chemins. Voyez-vous, c'est donc un objectif noble. Et les choses ne sont pas fondamentalement mauvaises en elles-mêmes, ontologiquement. C'est l'usage que l'être humain en fait qui les corrompt souvent. Et aujourd'hui, nous utilisons pour la plupart du temps la dynamite pour faire autre chose, pour s'autodétruire nous-mêmes. Et c'est exactement la même chose. Lorsque l'on inscrit dans les fournitures scolaires qu'il faut acheter un ordinateur, qu'il faut pouvoir se doter d'une connexion pour faire les recherches, comme vous l'avez dit, mais c'est un objectif noble et académique. Mais c'est la fréquentation d'Internet et justement et la découverte de ces facilités qui conduit le même et apprenant à en faire un autre usage. Et vous voyez que dans ces conditions, les parents même doivent surveiller quel est l'usage que font les enfants de l'Internet, de leur ordinateur. Sinon, ils leur auraient mis à disposition un outil censé être scolaire, mais qui finira par être carcéral, parce qu'ils auraient commis une infraction par le biais d'un système informatique. Et des fois, c'est le parent qui est capturé.
Parce que c'est peut-être son téléphone qui a été utilisé pour commettre l'infraction. Vous voyez que vous posez des cas extrêmement délicats. Oui. Justement, ça peut arriver parce que le téléphone a une paternité. Et dès lors qu'on arrive à établir la filiation du téléphone, il faut également établir la filiation des données qui y sont contenues. Mais les données qui sont contenues sont présumées appartenir au propriétaire du téléphone. Et vous voyez, dans ces conditions, la tâche devient de plus en plus compliquée pour nous autres pour pouvoir faire le départ entre ce qui est et qui l'y a mis. Voyez-vous. Donc, il faut faire extrêmement attention à tout ce que nous avons comme interaction dans l'utilisation de nos terminaux informatiques. D'accord. On évolue. Ok, alors... Autre biscuit pour nous. Alors, toujours au rayon des infractions émergentes, nous avons le blanchiment de capitaux. Décortiquer le blanchiment de capitaux ici serait une œuvre très complexe dans la mesure où déjà même quand vous parcourez l'ouvrage, sur la définition, l'auteur a consacré plusieurs pages, ne serait-ce que sur la définition. Nous allons essayer d'en parler de manière terre à terre pour que les gens puissent en saisir la quintessence. Alors, le blanchiment de capitaux est d'abord une infraction de conséquence. Cela suppose qu'en amont, il y a des activités illicites qui ont été menées. Et il s'agit de faire passer donc, dans le circuit légal les fruits de l'activité illégale. Et cela donne une apparence de normalité, de licéité de la fortune. Et c'est en ces thèmes plutôt basiques que je peux faire comprendre le blanchiment de capitaux. En revanche, le blanchiment de capitaux, sous son acception actuelle, présente une particularité tenant à l'élément intentionnel. L'élément intentionnel du blanchiment de capitaux aujourd'hui existe sous une forme très inquiétante, dans la mesure où le législateur dit sait ou aurait dû savoir l'origine frauduleuse des biens. Alors, vous convenez avec moi que quand on dit aurait dû savoir, ça devient compliqué. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme si l'élément intentionnel est systématiquement supposé dès lors qu'on constate que les capitaux identifiés ont été blanchis et donc proviennent d'une origine frauduleuse. Et dans ces conditions, la défense est extrêmement compliquée. Faites-nous un petit schéma avant de continuer. Je suppose que un escroc a pu escroquer, si on doit parler ainsi, 100 millions de francs CFA. Là, on repart sur la première infraction. Justement, c'est pour ça que je vous disais que le blanchiment de capitaux est une infraction de conséquence. C'est ça. Donc, en amont, il y a une première infraction. Voilà. Détournement. Voilà. Détournement. Il peut même avoir volé. C'est pas. Voilà. Ça. Peu importe l'infraction. Et ça lui a procuré des capitaux. Peut-être 100 millions. Voilà. Il a 100 millions. Voilà. Il fait quoi de ces 100 millions? Exactement. Il faut bien qu'il dépense. Oui. Mais comme il n'a pas d'activité apparente qui puisse justifier cette fortune brutale, il faut bien qu'il trouve le mécanisme de faire passer ça comme, de manière licite aux yeux de tous. Alors, c'est là qu'il met en place l'architecture du blanchiment. Il va créer des activités qui sont à la réalité des activités factices. On parle de société écran. Bon, on peut envisager ce terme-là, qui sont donc là comme des paravents pour justifier une fortune qui à la réalité est construite dans le crime. Et ces activités-là, c'est ça même qui sert justement de blanchiment de capitaux. De manière schématique. Donc ceux qui font le yo-yo en ville, là, il faut faire attention, c'est ça?
Alors, soyez plus précis. Non, ceux qui font l'UEO, vous descendez peut-être dans un restaurant ou dans un bar, mais c'est lui qui remplit la table. Ah, mais écoutez, c'est lui qui fait le show. Ce n'est pas... Oui. Le blanchiment de capitaux n'est pas une interdiction à la fortune. les gens ont le droit d'être fortunés, d'être riches. Et de dépenser. Oui, pourvu qu'ils puissent justifier l'origine des fonds. C'est ça l'enjeu, la justification de l'origine licite des fonds au regard de vos activités connues et déclarées et des gains que cela vous procure officiellement. Voilà. Donc, dès lors que vous êtes à même de justifier, vous avez l'attitude de dépenser comme vous voulez. c'est votre patrimoine. Cela m'amène à poser une question. Oui, dites-moi. Alors, voilà, peut-être vous fréquentez un groupe et il y a un élément pareil qui est parmi vous. Oui. Mais vous autres, est-ce que vous courez un risque? C'est extrêmement délicat. Nous sommes sur des questions d'interprétation. Oui. Si vous avez pu bénéficier de ces largesses avec la conscience que les deniers qui ont servi justement à ces largesses sont à la réalité d'origine infractionnelle, c'est que vous êtes dans la claire économie du blanchiment de capitaux. Ah bon? Ah ben oui. Passons-y, c'est où aurait dû savoir. C'est où aurait dû savoir. Alors, ça suppose que vous devez normalement vérifier l'origine des fonds dont vous bénéficiez à quel titre que ce soit. Donc, mon ami, qui permet à toute une équipe là de sabrer la bouteille de champagne, comme cela se dit, et donc consommer à foison, ou bien c'est lui qui paie, par exemple, on sort de Cotonou, c'est lui qui paye les frais d'hôtel et autres. Si on finit de consommer tout ça et on rentre à la maison, donc on peut venir me chercher. Alors, je ne pourrais pas typiquement répondre à la question. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. J'ai une position dans la profession qui est la mienne, qui veut qu'on ne pas le curseur d'alerte à ce niveau-là. Parce que nous sommes dans une société, il y a... On risque de désorganiser le vivre ensemble. Exactement, on risque de désorganiser le vivre ensemble. Mais il faut quand même faire attention. Parce que la dernière interprétation appartient au juge. D'accord. Ouais, et le juge peut justement s'affranchir de ces réalités sociales, de convivialité, de partage, de solidarité, etc., et fait une interprétation très, très, très dangereuse pour ceux qui bénéficieraient des largesses d'un blanchisseur de capitaux. Dans la traque contre les cybercriminels, on a constaté que les gens sont partis avec d'autres, peut-être des innocents, des gens qui ne savent absolument rien du tout. C'est pourquoi je pose la question. Et je suis heureux d'entendre qu'il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. C'est le conseil que je peux donner. D'accord. Oui. Alors, évoluer donc avec une autre infraction, le temps de... Parce que dans 4 minutes, on pourra donner donc la parole aux auditeurs qui vont poser des questions. Allez-y sur un autre exemple, toujours pour nous enrichir. En termes d'infractions émergentes, nous avons le terrorisme. Et c'est une réalité au plan mondial. Ce n'est pas juste une réalité béninoise. Qui a été appréhendé par notre législateur. Et le terrorisme a ceci de lié au blanchiment de capitaux que parfois justement les capitaux blanchis servent au financement du terrorisme. Ouais, donc en fait presque tout est lié. Nous avons une infraction en amont. Si je veux être caricatural, on peut dire ça peut partir d'une escroquerie via Internet. Voilà. Et aboutir au blanchiment des capitaux obtenus dans cette escroquerie-là, qui, ces capitaux-là serviront à financer une infraction la commission d'une infraction du terrorisme. Donc, c'est en cela que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une sophistication de l'architecture criminelle et qu'il faut saisir aujourd'hui et être au fait de ces questions pour organiser la meilleure des réponses. D'accord. Voilà. Bon, à part cela, vous avez
ce que je peux appeler des infractions du quotidien. Et les infractions de pollution de l'air, de nuisance sonore. Ah bon? Ah ben oui, des infractions. Il y a même des délits d'arrosage des denrées avec des eaux usées. Ah ben oui. Donc, voyez-vous, c'est pour... Mais pourquoi vous faites des économies? Dites-nous. Non, Parce que là, tout ce que vous dites là, oui. c'est intéressant. Ah ben oui, il y a pas... Oui. Le comportement aujourd'hui du citoyen est cerné quasiment de toutes parts par le législateur pénal. De manière très ironique, je vais parfois même jusqu'à dire que bientôt la respiration du citoyen sera un acte pénal. C'est une manière ironique de dire que le législateur pénal aujourd'hui a encadré véritablement tout type de comportement en société. Et il faut véritablement faire attention à chaque acte que l'on pose. D'où il faut s'instruire, chercher à aller au contact de l'information parce que le risque est pour nous. Le risque n'est pas pour autrui, le risque est pour chacun. Donc, il appartient à chacun de faire les efforts nécessaires pour avoir la bonne information et régler son comportement là-dessus. Donc le jardinier qui arrose les tomates avec un produit bizarre, on l'envoie en prison rapidement. Ah mais écoutez, c'est délicat. Il s'agit de denrées alimentaires destinées à la consommation, d'eau impropre ou d'eau usée pour arroser ces denrées-là est aujourd'hui un délit. Et voilà, ça m'amène au marché d'Antokpa. Oui. Comme on est sur la problématique, il y a une pratique. Et comme nous sommes en fin d'année, c'est quoi? On essaie donc d'effacer les dates d'expiration sur certains produits. Et on prend donc le stylo pour réécrire les dates. Les bonnes dames doivent savoir que ça peut amener en prison. Mais forcément. C'est une façon de mettre en danger la vie d'autrui. D'autant plus que les dates de péremption, une fois arrivées, les produits ne sont plus propres à la consommation. C'est destiné à la poubelle. Mais exactement. Et lorsque vous les réinsérez dans le circuit normal de consommation par une manœuvre pareille, vous vous exposez à une poursuite. C'est ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit jusque-là. Certainement, les auditeurs vont vous poser d'autres questions et on reviendra donc sur le plateau pour les réponses et aussi les conseils pratiques. Je reçois déjà donc des messages qui viennent par WhatsApp. Je le précise bien et je rappelle donc les numéros pour intervenir. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Donc vous pouvez appeler, vous pouvez aussi envoyer vos questions via WhatsApp, le 50 52 52 73. Et nous avons déjà un premier intervenant en ligne qu'on va prendre tout de suite. Bonjour à vous. Bonjour, Naouma. Bonjour. Bonjour aussi à votre intervenant, votre invité. Votre nom? C'est Simon Nassescolonon. Nous vous écoutons. Je voudrais... il faut d'abord souligner que le monsieur doit revenir deux fois. C'est un jeu. D'accord. Il n'a pas épluché tous les dossiers. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Oui. Il a dit, j'ai trois questions à lui poser. Allez-y. La première, est-ce qu'on peut utiliser de nos jours comme preuve des photos numériques et le témoignage par téléphone? D'accord. Comme preuve, photo numérique et témoignage par téléphone. Oui. D'accord. Maintenant, la deuxième question, je voudrais savoir si, par rapport à la facturation des avocats, est-ce que c'est par, comment dirais-je, c'est à la tête du client ou bien il y a un mémorandum, un document qui est d'avance pour dire tel domaine d'infraction et c'est tel montant pour au moins limiter un peu cette
certaines choses pas dans ce domaine. Il n'est pas là pour parler de la profession d'avocat. Hein. Merci, monsieur. Il n'est pas là pour parler de la profession d'avocat. Si vous voulez, on va chercher et retrouver, si tout va bien, le bâtonnier. Je crois qu'il est mieux placé donc pour répondre à ces questions-là. Je vous en prie. Merci, monsieur. D'accord. D'accord. Une autre question? Deuxième question, le juge et l'avocat, oui. Qui a la charge de vulgarisation de loi. D'accord. Entre juge et avocat. Oui, qui a la charge de la vulgarisation des lois qui sont sorties qui sont promulguées par les chefs de l'État. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Non, une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Procès foncier. Procès foncier. Le procès foncier dure autant dans notre pays. Ça peut faire des dizaines d'années. On ne sait pas finalement où il y a des décès dans le procès, etc. Pourquoi ça dure autant dans notre pays où les gens n'arrivent pas à vider les dossiers, surtout les dossiers fonciers dans notre pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, Narcisse Rolonou, pour votre intervention sur cette émission. On va attendre d'autres intervenants. En tout cas, maître, je note les questions et après, on va essayer d'une manière ou d'une autre de répondre. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Naoum. Oui, à Roissouron-Fofroide. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vais poser une seule question pour le monsieur. Je vais arriver d'abord. Merci. Oui. Aujourd'hui, chaque fois on appelle, on attrape les... Oh, il est parti sans poser les questions. On attrape peut-être, c'est tellement des bandits. Et après, on les retrouve encore en circulation. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, à qui avons de l'honneur? Journaliste d'investigation de la radio Cotonou. Merci beaucoup. C'est moi, Jackie Bazé. Je vous appelle depuis l'arrondissement de Saint-Boudier. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Jackie. Je remercie beaucoup votre invité. Oui. Monsieur le maître, bonjour. Bonjour. Oui, je vous remercie beaucoup. Vous avez donné beaucoup de choses et nous, les simples citoyens, nous avons essayé de passer par là. Merci. Bien, je remercie également le gouvernement parce qu'il a créé CRIET pour faire démarcher, c'est-à-dire débloquer beaucoup de choses. Et je remercie son ministre de tutelle aussi. Parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup dans le pays, et le ministère de l'Intérieur aussi. Sauf ce qui est en train de nous créer dans le pays, le commissariat d'arrondissement, le commissaire d'arrondissement qui est en train de créer le problème. Moi, j'ai les preuves à Bomé et à Saïsi. Bon, et ce que je voudrais vous demander, pour vous déposer les pièces, pour enregistrer les pièces dans votre cabinet, vous payez combien? D'accord. Bon, pour commencer le procès, parce que moi j'ai des problèmes, j'ai fait la finale le mardi 3 mai 2016, on m'a escroqué, on m'a détourné à la fin finale, mais c'est un médecin qui a fait ça. Jusqu'à présent, j'ai convoqué le procureur qui a géré le dossier, il n'a pas géré le dossier. Il n'a pas géré le dossier. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous voyez? Donc, je vous remercie beaucoup, je m'arrête là. Alors, si votre dossier est mal géré, si je comprends la dernière question, si votre dossier est mal géré, au niveau d'un commissariat, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça? Non, mais c'est déjà au niveau du tribunal. Je suis obligé d'aller au tribunal. D'accord. Bon, le problème qui se pose au niveau du commissariat d'arrondissement, c'est le commissaire même qui est en train de créer le problème aux populations. Parce que si tu n'as pas connais personne dans le bureau ou bien tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. D'accord. Merci. Le gouvernement est en train de dire, le directeur général de la police est en train de bâtir, le ministre de l'Intérieur est en train de bâtir. C'est grâce au ministre de l'Intérieur, le directeur, que j'ai reçu deux choses. Sinon, je ne peux pas. Parce qu'il ne me connaît pas, il ne veut pas régler le problème. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est même qui est en train de créer le problème. On a dit tout, il ne veut pas comprendre. La préoccupation, c'est pour avoir de l'argent. D'accord. D'accord, on a compris, monsieur Adjakidje, votre préoccupation. Merci. On va poursuivre avec d'autres intervenants. Je vois que les messages tombent aussi sur le numéro WhatsApp. On reviendra sur tout ça. On va prendre un autre. Quelqu'un d'autre appelle? Pas encore. Et donc, le standard reste ouvert, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73.
pour intervenir sur cette émission. S'il n'y a plus d'autres intervenants, on va retourner au plateau et commencer à répondre aux questions. Donc, si d'autres arrivent par moment, on pourra donc revenir là-dessus. On démarre par la réponse aux questions de M. Narcisse Rolonou. Il parle de photos numériques et de témoignages par téléphone. Est-ce que tout ça peut être utilisé comme preuve? Quelqu'un est là? On le prend. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Arrêtez votre pause radio, s'il vous plaît. Okay. Je profite de l'occasion pour vous dire d'abord bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est M. Zanou Visitation. Zanou. Visitation. D'accord, nous vous écoutons. Et moi, j'appelle juste pour pouvoir savoir, pour demander une question au maître. Oui. Et si que dans une zone où on vient prendre quelqu'un et on dit qu'il escorte pas les réseaux internationaux, est-ce que dans la zone, on peut aider la police à identifier d'autres personnes ou on fait comment? J'ai pas bien perçu la question. Je dis, Oui. on vient dans une zone pour arrêter quelqu'un qui a fait une fraude sur Internet. D'accord. Les forces de sécurité descendent dans une localité pour arrêter un certain nombre de cybercriminels, c'est ça? Oui, des cybercriminels. Est-ce que vous, citoyens, vous pouvez aider à faire arrêter d'autres? D'autres personnes. Parce qu'il y en a des cas qui se posent, on dit que si tu dis toi-même, on n'a pas appelé ton nom, que toi-même tu es complice. Or, tu n'es pas complice avec eux. D'accord. Donc, savoir, dans ce cas, on peut faire quoi? D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Je comprends bien. Ça veut dire que celui qui vient dénoncer, est-ce qu'il est en sécurité en quelque sorte? Je crois que c'est la problématique qui est évoquée. Merci. On va revenir donc au studio pour poursuivre. Ceux qui veulent donc poser des questions peuvent passer par WhatsApp. Ça va être plus facile pour évoluer. Monsieur Narcisse Rolonou parle de photos numériques, témoignages par téléphone. Est-ce que vous prenez tout ça aujourd'hui? Alors, nous allons d'abord partir sur le principe. Nous sommes en matière pénale. Il y a deux modes de preuve en droit en général. Nous avons la preuve libre et la preuve liée. La preuve liée, ça suppose que le législateur même a prévu les modes de preuve. La preuve libre, c'est qu'on peut aller rechercher la preuve dans tous les sens. Et en matière pénale, la preuve, elle est libre. C'est ça déjà le principe. Parce que l'agent pénal ne va pas s'offrir des moyens pour commettre ces infractions et le législateur va se limiter dans la recherche justement de ces moyens-là. Donc, le mode de preuve est libre en droit pénal. Alors, je ne saisis pas bien le type de preuve dont l'intervenant parle, mais je peux dire aujourd'hui que la preuve numérique a une réalité qu'on côtoie en justice, puisque nous sommes justement sur les infractions du numérique, avec toute la prudence et les précautions qui s'en infèrent. Je vais prendre un exemple. Oui, si je comprends bien sa question. Alors, quelqu'un m'a demandé par exemple de lui passer de l'argent. Il a demandé 50 000 francs, donc que j'ai donné et qui l'a fait par audio. Si j'ai l'audio, est-ce que je peux lui opposer? Je peux opposer ça à l'intéressé? Peut-être qu'il vient après qui dit que tu ne m'as jamais prêté de l'argent, mais si j'ai cette preuve-là audio, est-ce que c'est prenable au tribunal? Déjà, la première chose, c'est que là, nous sommes sur une matière civile. Nous ne sommes pas sur une matière pénale. Ensuite, l'exploitation de cette donnée peut se faire par transcription. C'est-à-dire, vous sollicitez les services d'un huissier qui procède à la transcription de l'audio et donc sur un support écrit que vous pouvez produire devant le juge. D'accord. On prend l'auditeur qui est en ligne et après on revient. Bonjour. Bonjour le plateau. À qui avons l'honneur? On m'appelle Mélito Moïse. Arrêtez votre pause radio s'il vous plaît. Il faut couper la radio d'abord. Quand vous allez finir de poser la question, vous allez rallumer votre radio s'il vous plaît. Je l'ai coupé déjà. D'accord. Votre nom? Mélito Moïse. D'accord. Monsieur Méléton, nous vous écoutons. Le maître vient de dire quelque chose là et ça me fait rire quoi. Ah d'accord. Oui, vous lui avez posé la question sur comment on utilise cette chose là. Et il nous a
vous avez donné, il nous a donné l'exemple du jardin, par exemple. Celui qui a arrosé ces choses-là avec des eaux sillées, Oui. il est condamné. Bon, moi, quand j'allais au jardin, mais je voyais les gens faire des eaux de choses-là, de bâtons et arrosent. Est-ce que les autres sont est-ce qu'on peut les punir aussi? Mais il faut commencer par dénoncer. C'est un peu pertinent, quoi. Donc, supposons à l'aviation, là, maintenant, le grand jardin qui est là, est-ce qu'il y a de l'eau potable là? D'accord. Excusez-moi beaucoup, hein. Parce que moi, je suis très curieux, quoi. De la manière dont il nous a dit ça, c'est ça qui m'a fait chaud là. Ok. Vous trouvez que c'est compliqué? C'est très, très compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arroser donc ce que nous on va commencer de n'importe quelle qualité d'eau. Non, là maintenant, pour les eaux de tonnerre, là maintenant, vous savez que le coût là c'est cher. Ah bon. Donc à cause du coût, on peut intoxiquer. C'est compliqué. J'ai compris votre préoccupation. Je crois que c'est fini. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Ok. Et bonne journée. Merci beaucoup à vous. Donc, pour poursuivre donc, la question de M. Narcisse Kholonou, on revient au plateau là pour facturation d'avocat. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Vous ne répondez pas à ça. Du tout pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Juge et avocat, qui doit vulgariser les tests? Je répondrai fatalement. Oui. Journalistes et professionnels du droit. Ah bon? Bien sûr. D'accord. C'est vous, les médias, et c'est les professionnels du droit qui ont une meilleure vue sur la science. Et donc, on ne peut même pas limiter ça aux juges et aux avocats. Les professeurs d'université sont davantage indiqués également pour être des relais privilégiés des tests de loi. D'accord. Alors, il demande pourquoi les procès dans le domaine foncier durent tellement dans notre pays. Alors, déjà, c'est une question excursus hors le champ de notre intervention. C'est ça. Donc je ne vais pas m'y étendre, mais je dirais juste ceci. Le temps de la justice est parfois différent du temps civil en raison de la marche de la procédure. Il y a un certain nombre de choses à faire avant d'aboutir à une décision. Donc ça prend le temps que ça prend. Et le législateur et les pouvoirs publics prennent les dispositions pour raccourcir davantage ce temps-là et obtenir une justice dans un délai raisonnable. Et je pense que c'est dans cette optique que la Cour spéciale des affaires foncières a été mise en place pour accélérer le traitement du contentieux en matière foncière. D'accord, merci. Bon, il y a M. Adjakidje qui remercie le pouvoir et le ministre de la Justice et tout. Et bon, il pose un problème qu'il a certainement au niveau du commissariat d'arrondissement. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Lui aussi, il a demandé le prix à payer pour ouvrir un dossier. On ne va pas donc répondre aussi à ça. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est M. Chetou Septime. D'accord. D'accord. Vous pouvez arrêter votre pause radio parce que là, il y a le retour qui est désagréable. Non, ça va dire. D'accord. Monsieur Khati, oui. Nous vous écoutons. Je suis très content de votre émission. Merci. Et je vais demander au maître que est-ce que c'est la prison qui finit tous les dossiers? C'est mettre les gens en prison qui est la solution la plus meilleure des problèmes qu'on rencontre. Parce que je vois beaucoup de gens qui vont en prison innocemment. Et ils ne connaissent pas la loi, c'est devant la juridiction, c'est devant au tribunal qu'on leur dit ah monsieur, tu es tombé sous le coup de la loi. Moi je vois que c'est un peu gauche. Si on pouvait vulgariser les lois, on peut même enseigner ça dès les cours primaires pour que les enfants connaissent ce qu'on ne doit pas faire. Ça me ferait très grand plaisir parce que le droit n'est pas enseigné. Même jusqu'au terminal, les enfants du terminal sont des choses
comment appelle-t-on, sans le savoir. Hein? Tout le monde est dans l'ignorance. Hein? S'ils peuvent enseigner le droit à l'enseignement, ça me ferait plaisir. Mais j'ai d'autres préoccupations à leur donner. Parce que je vois que la prison ne règle pas tous les problèmes. Il faut chercher d'autres solutions pour la prison. Parce que les gens vont, ils reviennent. Ça ne règle, la prison ne règle rien du tout devant M. Fatou Septime. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre participation donc à cette émission. Et nous allons poursuivre avec la dernière question de M. Adjakidje qui demande un dossier mal géré au tribunal, que faire? Alors, encore une fois, ce n'est pas une question qui entre dans le cadre de mon cette intervention émission, ça, ici. Et donc, je le prierai de se rapprocher des services du tribunal, justement, notamment le président du tribunal, s'il a quelques griefs par rapport à la gestion de son dossier, il pourra toujours l'orienter. Ok. On va prendre le dernier intervenant en ligne. Le reste, on va gérer sur WhatsApp. Bonjour. Bonjour le plateau. Oui, votre nom? Paul Raoul Michou. Nous vous écoutons. Tout juste pour demander quelle différence il a juge et avocat. C'est ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup. Merci de programme. Différence entre juge et avocat. Voilà. Merci. On finit avec les appels. Et donc, on va donc gérer à présent avec les questions sur WhatsApp. Il y a M. Zanou qui avait demandé au téléphone un citoyen, quand on vient mener une opération de traque des cybercriminels, est-ce que volontairement d'autres citoyens peuvent dénoncer? La dénonciation est permise et ça fait partie des sources d'information de la police pour pouvoir traquer les délinquants. C'est la belle manière pour collaborer avec la police. Oui, la population peut collaborer avec la police pour justement dénoncer certains comportements et certaines personnes qui paraissent suspectes. En retour, il faut la protection du témoin. Je pense que le code a organisé cela lorsque c'est nécessaire. Dans tous les cas, je pense que la dénonciation est anonyme. D'accord. Il y a M. Retin qui demande, la prison, est-ce que c'est la solution? Ça, c'est une réflexion globale qui appelle divers acteurs sociaux. C'est évidemment que l'idéal, c'est de fermer des prisons et d'ouvrir des écoles, comme l'avait souhaité Victor Hugo. Mais il faut savoir que la loi est là et que si vous venez devant le juge pour avoir commis une infraction, il a la latitude au regard des circonstances du dossier de vous condamner ou de ne pas vous condamner, ou de vous condamner avec sursis ou de vous condamner à de la prison ferme. Donc les outils sont bien à la disposition du juge. Il faut davantage œuvrer à ne pas venir devant le juge pour s'exposer à l'application de la loi dans un sens ou dans un autre. Je pense également que... Mais Akoba aussi peut amener devant le juge. Absolument, absolument. Et là encore, c'est toujours souvent le fruit d'une imprudence quelque part. D'accord. Oui. Alors, Paul Raoul Zissou demande la différence entre juge et avocat. Bon, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Oui. Le juge est chargé de rendre la justice et l'avocat est un acteur majeur de la justice qui défend et assiste. D'accord. On attaque maintenant les questions par WhatsApp. On a Monsieur Nonvignon qui dit « Bonjour, cher journaliste, cher maître. Quelle différence peut-on faire entre escroquerie aggravée et escroquerie simple ?» Alors, l'escroquerie simple, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. L'escroquerie aggravée, comme le thème peut le laisser penser, est une escroquerie qui intègre des circonstances aggravantes. Et pour être plus précis, l'escroquerie aggravée est prévue par l'article 566, alinéa 3 du Code du numérique, parce qu'ici nous parlons d'escroquerie via Internet. Alors, les circonstances aggravantes, nous pouvons citer l'escroquerie qui est l'œuvre accomplie par un dépositaire de l'autorité publique ou chargé de services publics dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, ou
par une personne qui prend indûment la qualité d'un dépositaire de l'autorité publique ou chargé du service public, par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, et également l'escroquerie commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. Voilà des circonstances aggravantes qui peuvent faire passer le curseur de la répression de 10 à 20 ans d'emprisonnement et une amende égale au quintuple de la valeur mise en cause, sans qu'elle soit inférieure à 25 millions. Donc, vous noterez que le curseur de la répression est beaucoup plus fort. Condamner quelqu'un à 20 ans, c'est beaucoup, hein? C'est énorme. C'est énorme. Oui. Et ce n'est pas souhaitable. Voilà. Vous rencontrez des gens en pleurs quand ça tombe? C'est une détresse inconsolable. Inconsolable. Oui. C'est le lot quotidien de notre profession. Nous assistons parfois à ces drames humains. C'est ça. Oui. Je poursuis avec M. Novignon qui dit « aurait dû savoir ». Il voulait donc avoir votre appréciation de cette expression fétiche, « aurait dû savoir ». Un papa va-t-il demander à son enfant la source de l'argent qu'il lui a donné, même si le montant est colossal? Voyez-vous, c'est même le sens de notre échange ce matin. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous sommes en société, nous avons des relations humaines qui peuvent nous conduire à telle ou telle autre chose. Mais vous convenez avec moi que c'est impropre, c'est incohérent qu'un géniteur bénéficie de sommes colossales, de gratifications impressionnantes de son enfant, sans qu'il puisse lui-même se convaincre de ce que cet enfant a des activités qui lui permettent d'être aussi large à l'égard de son auteur et qu'il ne s'en inquiète pas. Nous devons être prudents, que ce soit en famille, dans le cercle social ou dans le cercle professionnel. La loi aujourd'hui est si répressive qu'elle n'invite qu'à la prudence. C'est ce que je voudrais dire. C'est ça. Aurait dû savoir. Oui. C'est profond. Un autre intervenant qui pose une situation là, il dit quelqu'un qui a commis des actes criminels, d'escroquerie de tout genre, et quand on porte plainte contre lui à la police, arrivé là-bas, il est relâché immédiatement par l'intervention de son père, qui est un ancien commissaire de police, et son frère, qui est aussi un haut gradé de la police, et à son retour, il viendra même chez toi pour t'insulter. Voilà, il dit qu'il est dans ce cas précis, et il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, c'est simple. S'il a les preuves de ce qu'il dit, ben, il va faire la plainte. C'est tout. Allez voir un avocat, c'est ça, pour l'aider à... Parce qu'il l'a amené déjà au commissariat. Oui. Mais le monsieur a été libéré. Non, mais parce que son papa a intervenu. C'est lui qui le dit. C'est pour ça que je dis, s'il a les preuves de ce qu'il dit, il peut aller se plaindre ailleurs. Il n'y a pas qu'un seul commissariat dans le Bénin. Et il y a également il y a le commissariat central, il y a les commissariats d'arrondissement, il y a même la direction générale de la police, il peut saisir. Donc, toutes les voies lui sont offertes pour dénoncer cela. D'accord. Il y a une autre question qui vient toujours sur WhatsApp, Bassalé Kouassi Cyril, qui dit « Bonjour, salutations à votre invité. J'aimerais savoir la définition de l'infraction et d'abus de confiance. Le terrorisme est-elle une personne qui prend le fusil ou couteau pour tuer ?» Alors, d'abord la définition de l'infraction. D'abus de confiance. D'abus de confiance, oui. L'abus de confiance consiste à détourner des biens ou des sommes d'argent, des biens de quelque nature que ce soit, qui vous ont été déposés à titre de mandat de dépôt, de gage, de leur destination, et de ne pas donc être à même de les représenter à la personne qui vous les a déposés lorsque cette personne-là en fait la réclamation.
C'est cela, l'abus de confiance. Le terrorisme... Par exemple, mon frère oui. est aux États-Unis. Oui. Et il envoie de l'argent pour que je puisse lui construire une maison ici. Exactement. Il revient, poussière, il n'y a rien. Oui. Abus de confiance. Oui, et vous ne représentez ni la maison, ni les sous. C'est ça. Voilà, abus de confiance. D'accord, voilà. Merci. Alors, il parle de terrorisme. C'est celui qui prend un fusil et qui tue, ou à couteau, ou il veut comprendre. L'élément le plus déterminant dans le terrorisme, c'est le caractère massif de l'atteinte. C'est important. C'est une infraction de masse. Et avec une ampleur telle que ça transcende le simple crime. Donc, l'architecture du terrorisme est composée de la commission de crimes classiques, mais avec à grande échelle. Exactement, à une certaine C'est comme je prends un bus, je fonce sur oui. tous ceux qui sont des passants en ce moment. Ça s'est passé à Nice, oui, les attentats de Nice. Oui, voilà. Merci. Bonjour le plateau et à votre invité. Ma question est celle-ci. J'ai une nièce qui a prêté une somme de 1 million, je crois bien, de 1 million. De 100 000, voilà, à quelqu'un. Et aujourd'hui, ce dernier refuse de rembourser la somme. Or, au moment où elle veut lui faire ce prêt, personne n'était au courant. Sur ce, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, si j'arrive à déchiffrer, voilà. Ok, alors 2 choses. Oui. La première, c'est que la question n'est pas dans le cadre de notre intervention. Oui. Et la seconde, c'est que nous ne sommes pas là pour des consultations juridiques. D'accord. Voilà. Merci. Oui. Bonjour le plateau. Ma demande est celle-ci. Pourquoi les dossiers font des années sans délibérer? Je parle de moi-même depuis 2016 à la date d'aujourd'hui. Dossier aux chambres spéciales. Félix Zongo, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est lui qui envoie le message. Je pense que nous avons répondu à ça tout à l'heure. Effectivement. Le tribunal prendra son temps pour faire le travail. On a fini donc avec les questions. C'est vrai qu'il y a eu des questions qui sont allées au-delà de ce que nous avons prévu, donc ces infractions émergentes et particulières que nous rencontrons aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez fondamentalement donner des questions et donner des conseils, je veux dire, à nos auditeurs. Ou bien vous avez quelque chose à nous passer, toujours peut-être rapidement, partager... en 3 minutes. D'accord. Oui. Alors, l'utilisation d'eau impropre à la consommation, et le fait d'utiliser une eau impropre à la consommation. Il y a un auditeur qui rigolait même à cause de ça. Pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale. Et voyez-vous, c'est une infraction qui est prévue par l'article 111. Moi, je veux faire encore plus simple. Allez-y. Les bonnes dames qui nous préparent à manger. Donc, elles doivent faire attention sur les eaux utilisées pour faire cette préparation. On ne va pas prendre l'eau de pluie et passer au feu, c'est ça? L'eau peut-être je suis à l'étage. Je garde la parole pour vous faciliter la tâche. Allez-y. Je suis à l'étage et je remarque que la bonne dame qui prépare à côté, dans l'autre maison là, utilise l'eau de pluie pour pouvoir faire la sauce. Alors que normalement, on doit utiliser l'eau de robinet ou l'eau potable. Donc, la dame récupère directement de l'eau de pluie et mettre sur le feu pour pouvoir faire les... Je dois dénoncer? Vous pouvez dénoncer. L'eau a des propriétés, des caractéristiques qui sont assurées par le traitement de la SONEB. C'est ça. Bon. Donc, on ne peut pas avoir de contestation sur l'eau de la SONEB. En dehors, ça devient délicat. C'est ça. Alors, c'est important de retenir que le législateur béninois a adopté la loi numéro 2022. Oui, c'est récent. C'est pour ça qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a peut-être une méconnaissance. -04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. Et donc, il y a tout un catalogue d'infractions
sur l'hygiène publique. Si je commençais par les égrener, vous trouverez des infractions très cocasses. Donc, il faut véritablement que les gens s'habituent à cette loi-là et découvrent que des comportements très, très banals du quotidien sont réprimés par la loi. Certains des délits, d'autres des contraventions. Mais quand même, ce sont des infractions. Et donc, dans l'exemple que vous venez de donner, si vous avez la preuve que une eau impropre a été utilisée pour servir à la préparation de denrées destinées à la consommation, oui, nous sommes dans le cadre d'une infraction. Plus précisément, c'est une contravention. Ce n'est pas puni d'une peine d'emprisonnement, mais d'une amende. Voilà. Alors, l'auditeur qui a appelé et qui rigolait, je vois que Monsieur Zanou, non pas Monsieur Zanou, mais je crois que ça doit être plutôt Ménéton Moïse, hein, je crois que c'est lui qui avait appelé. Il ne voit pas le côté réaliste de la chose. Comment on fait en ce moment? Justement, c'est en cela que... C'est qu'il ne voit pas à l'aéroport où est-ce que le monsieur va aller chercher de l'eau à la pompe pour pouvoir arroser, comment dirais-je, la tomate, la salade et autres. Est-ce que par moment, nos lois là même, bon, est-ce que ça pose pas un problème? Ah, ça c'est encore une autre thématique, c'est un autre angle. Là, nous nous plaçons en amont. Nous nous plaçons dans la conception même de la loi. Donc, les lois, la loi est définie au sens au sens philosophique, si je peux parler ainsi, comme l'expression de la volonté générale. Alors, ça suppose que la loi que je viens de lire, c'est votre fruit et c'est mon fruit. C'est notre volonté, pas fiction juridique. Et donc, si nous avons... Votez pas à nos représentants. Justement, voyez-vous. Donc, ces représentants agissent pour nous. Donc, nous ne pouvons pas nous-mêmes renier ce que nous avons voté. Donc, si nous ne sommes pas d'accord pour cela, c'est à nous de voir dans quel sens nous pouvons faire des révisions législatives ou orienter les lois dans un sens ou dans un autre. Mais tant qu'elles sont en vigueur, elles seront appliquées. C'est ce que nous devons retenir en l'état actuel des choses. Loi sur l'hygiène publique, si je reviens là-dessus. Oui. J'ai fini de préparer ma pâte à la maison. J'ai lavé la casserole ou bien la marmite. Et je viens déverser cette eau-là sur la voie publique. On peut porter plainte contre moi. Alors, je n'ai pas les dispositions en tête, mais de mémoire, il me semble que le déversement d'eau usée chez la voie publique devrait être une contravention. Je n'ai pas les précisions en tête, mais je pense que oui. J'invite tout le monde à lire la loi sur l'hygiène publique. C'est une loi très atypique qui parle pour l'essentiel des comportements et des activités du quotidien et qui génère des infractions. Donc, ça augmente le risque pénal. D'accord. Alors, face à tout ceci, à ces infractions qui émergent de jour en jour, il y en a même vraiment fin dans les détails. Donc, aujourd'hui, quel conseil vous voulez donner? Ou bien vous pouvez donner? Le maître mot... Parce que nous amorçons la descente. D'accord. Oui. Alors, il faut s'informer, comprendre et être prudent. L'information, c'est s'entend de la consultation des divers ouvrages, des lois, du journal officiel, de tous les canaux qui peuvent nous permettre d'être en contact avec l'actualité législative au Bénin. Ensuite, dès lors que nous avons pu avoir accès à cela, nous pouvons, si nous avons des zones d'ombre, essayer de nous rapprocher de gens mieux aguerris dans le domaine pour en avoir plus d'éclaircissement. Et enfin, il faut donc être prudent dans les comportements, prudent dans tous les actes que nous posons pour justement ne pas enfreindre. Prudent jusqu'à cesser de vivre? Nous sommes... Non, pas jusqu'à cesser de vivre, mais il faut vivre en conformité avec les lois que nous sommes prescrites. L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite et liberté. Vous l'aviez dit, bientôt même, respirer peut conduire en prison. Comme je vous l'ai dit, c'est une ironie pour dire que le législateur aujourd'hui saisit presque
tous les domaines de la vie sociale, presque tous les comportements des citoyens. Et il faut y faire attention. D'accord. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Alors, attendez, il y a une question qui est venue. Bonjour, monsieur Honoré, mes salutations à votre invité. Ou bien, je crois qu'on a déjà réglé ça. Déjà. Il dit merci, monsieur, pour votre définition du terrorisme. Mais je constate que certains citoyens sont condamnés pour terrorisme sans avoir tué en masse. Pourquoi cette qualification d'infraction par le juge, par exemple, arrestation de personnes sur PAC? L'infraction de terrorisme est complexe. Cela ne s'entend pas que de crimes en masse. Il y a divers actes qui sont constitutifs d'actes terroristes. Et les évoquer ici, c'est extrêmement long parce que c'est tout un chapelet d'actes. L'alerte aujourd'hui est également maximale parce que nous parlons de sécurité nationale. Nous parlons de défense du territoire. Exactement. Nous parlons de défense du territoire. Nous parlons de sécurité des personnes et des biens. Et donc, la politique pénale aujourd'hui conduit à une alerte telle que les renseignements permettent d'endiguer les actes terroristes. Parce qu'il y a des groupes organisés quand même qui peuvent s'installer sur le territoire, chasser les forces de sécurité publique et prendre possession des ressources qui se trouvent sur cet espace-là. C'est du terrorisme. Oui. C'est du terrorisme parce que, comme vous le dites, il s'agira de contrôler une portion du territoire national. Ça peut déstabiliser un État. Et donc, ces questions-là sont extrêmement techniques et nécessiteraient un échange très long pour pouvoir décortiquer chaque acte terroriste et ce qui peut justifier les répressions en cours. Voilà. Votre mot de fin. On parle d'infractions émergentes et particulières. Alors, je vous remercie de donner écho à cette initiative intellectuelle de Edouard Siriac-Dossa qui a essayé de vulgariser les infractions émergentes dans la mesure où les infractions sont inscrites dans diverses lois. Comme vous venez de le constater, notamment par exemple la loi sur l'hygiène publique n'est pas connue. Il fallait donc concaténer cela pour rendre ça intelligible aux uns et aux autres et les mettre en situation de ne pas commettre les infractions. Et donc c'est une belle initiative à laquelle vous donnez écho en jouant votre rôle de vulgarisation de la loi. Je parle donc de la presse. Et pour cela, je vous remercie. J'espère que les uns et les autres auront tiré les ferments nécessaires de ces échanges pour ajuster leur comportement en société sur les prescriptions légales et dépeupler les audiences correctionnelles et les prisons par la même occasion afin que nous puissions disposer de toutes les forces vives nécessaires à l'enjeu du développement de notre nation. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Nao. Maître Hugues Koupolou. Hugo Koupolou, plutôt. Hugo Koupolou, avocat au barreau du Bénin. Et je l'avais précisé à l'entame de cette émission, il a été le présentateur de l'ouvrage droit pénal spécial tome 1 et 2 qui porte bien entendu la signature du docteur Siriac Edouard Dossa, l'actuel président de la CRIET, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Merci beaucoup à vous, Maître Hugo Koupolou, pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Merci, M. Nao. Et aussi, merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs de cette radio. Merci pour votre écoute et pour votre participation aussi. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Bangba, à la prise de vue Job Tikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Bonne écoute à vous. Franc-Parler